On va retrouver donc chez les Inuits quelques hommes d'affaires inuits qui vont reprendre ce discours et en disant on ne vit plus dans le passé ou en disant c'est plus les coopératives qui vont nous donner des jobs, il faut qu'on crée nos entreprises. Ça a l'air un discours extrêmement choquant, c'est-à-dire pour les gens qui sont des coopérateurs, et c'est un peu l'idée de l'étude de la fédération, mais comme on le verra plus tard, ce n'est pas nécessairement un discours négatif. J'allais dire, c'est peut-être le discours que tenaient les fondateurs des coopératives dans les années 60 en disant on ne peut plus juste vivre de la chasse et de la pêche, il faut vendre nos sculptures, il faut vendre nos fourrures, et il faut les vendre à meilleur compte. C'est-à-dire que des choses arrivent et on est proactif, on réagit à ces choses au lieu de se laisser submerger. Et c'est d'ailleurs ce que me disait un Inuit en parlant des entreprises privées. Nous autres, on n'a jamais refusé les bonnes choses qui arrivent de l'extérieur. Dès qu'il y a quelque chose qui peut améliorer notre mode de vie, qui peut nous permettre d'être en contrôle de notre destinée, eh bien, pourquoi la refuser? Donc peut-être que l'entreprise privée est une bonne chose, comme l'ont été les coopératives. Alors, il y a une autre version sociologique de voir les choses, et qui est en fait, je dirais, une réponse que donnent beaucoup d'Inuits, qui disent que finalement, les coopératives ne veulent pas bloquer l'entrepreneuriat privé. Au contraire, finalement, l'idée, c'est que l'entrepreneuriat privé n'est pas un obstacle à la coopérative, n'est pas un obstacle à l'entrepreneuriat public, à la création d'emplois par les gouvernements. Au contraire, c'est juste une nouvelle option qui se rajoute. Plus d'options, plus d'emplois, plus de bien-être. Et donc, les coopératives se disent, nous autres, on est là pour aider les jeunes aussi à partir en affaires. Les coopérateurs, il y a une cinquantaine d'années, ont aidé les chasseurs à continuer à prospérer dans le monde qui changeait. Eh bien, les coopérateurs d'aujourd'hui vont aider la nouvelle génération à prospérer. Par exemple, il y a quelque chose de très significatif, c'est que les coopératives ont mis en vente, ont créé Internet à la demande des communautés pour pouvoir mettre en marché, pour que chaque sculpteur puisse mettre en marché lui-même ses sculptures. C'était un risque énorme parce que ce qui faisait que les coopératives pouvaient générer des profits, c'est parce que toutes les sculptures étaient centralisées et mises en marché par un même groupe de personnes qui décidaient le prix, qui avait une forme de monopole, et donc on pouvait maintenir des prix hauts sur le marché, ne vendre qu'un certain nombre de sculptures au moment où le marché était bon. En fait, donc, c'était très rentable. À partir du moment où certains sculpteurs vont vendre par eux-mêmes leurs sculptures, la Fédération des coopératives va perdre son monopole et elle risque d'obtenir un moins bon revenu, de moins bons profits, et donc être moins capable de retourner de l'argent dans les communautés aux sculpteurs. Et donc, si les sculpteurs ont moins de retours, eh bien, peuvent moins bien être payés, ils risquent d'abandonner la sculpture. C'était le discours. Finalement, on se rend compte que donc c'était l'idée de peut-être on ne devrait pas laisser les sculpteurs devenir quelque part des travailleurs autonomes. Et malgré tout, la fédération a décidé de le faire en disant c'est ce que nous demandent les sculpteurs. On n'est pas là pour décider à leur place, on est là pour les aider. Et donc, ils leur ont donné les moyens de devenir des auto-entrepreneurs, finalement. Et ce n'est pas si négatif que ça, parce que ces gens, souvent c'est des jeunes, trouvent des marchés que la coopérative n'aurait pas nécessairement trouvés. Il faut donc, la coopérative, évidemment, doit trouver un équilibre. Si on veut rajouter des options, il faut vraiment que ce soit rajouté et non pas se supplanter. Alors, j'ai interviewé, enfin, c'est pas moi, pardon, j'en ai interviewé quelques-uns, mais la majorité, c'est mon étudiant, des entrepreneurs autochtones. Et qui disaient, en fait, qu'eux, lorsqu'ils qu'ils créent des entreprises, c'est pas pour devenir riches, c'est pour créer des emplois. C'est pour s'adapter aux nouveaux besoins qui ont été créés par l'intrusion de l'État dans le Nord. Et ils reconnaissent que finalement les coopératives sont indispensables parce que c'est elles qui forment les gens, c'est elles qui finalement suscitent l'esprit d'entrepreneuriat. Quand on est un coopérateur, quand on travaille dans une coopérative, on est un entrepreneur. Donc il y a cette idée qu'il faut partager, qu'il faut s'entraider entre la coopérative et les entreprises privées. Alors, il y a un certain nombre de stratégies qui sont mises en place par les entreprises.
qui ressemble à celle des coopératives. Les entrepreneurs ne cherchent pas nécessairement à générer du profit, comme on fait dans les entreprises du Sud. Moins on a d'employés, plus on aura de profit. Le but d'une entreprise, c'est d'avoir le moins d'employés possible, donc de les licencier dès qu'on peut, mais aussi de les faire travailler le plus d'heures possible. Alors que dans les entreprises inuites, il y a ce que j'appelle des emplois culturellement adaptés, des conditions de travail culturellement adaptées. On permet aux gens de travailler le nombre d'heures dont ils ont besoin pour capturer, si on veut, le revenu dont ils ont besoin pour faire vivre leur foyer, et souvent un revenu qui leur permet aussi d'acheter une motoneige, de financer les activités culturelles autochtones, enfin culturelles inuites. Souvent, on voit que la femme a l'emploi salarié, ce qui permet au mari ou à un aîné de la famille d'aller continuer à chasser. Donc finalement, c'est une coopération, et les entrepreneurs autochtones du Nord, les Inuits, sont tout à fait ouverts à cette adaptation. Si les entrepreneurs du Sud ont très peu de considération pour la mort des membres d'une famille, lorsque mon père est décédé, je suis allé en France et j'ai dû faire l'aller-retour en 3 jours parce qu'on m'a fait comprendre que normalement un congé pour décès, c'était 1 journée, et que si on m'en donnait 3, c'était déjà beaucoup, et qu'il fallait que je retourne donner mes cours. Dans les communautés autochtones, le décès d'une personne, c'est l'ensemble de la communauté qui est en deuil. Et le deuil ne se fait pas en 1 journée, en 1 soirée. Les gens ont la nécessité culturelle de rester, d'aller avec leurs proches plus longtemps, d'entreprendre un processus de guérison pour et aussi pour honorer la personne décédée. Donc un entrepreneur qui voit que ses employés ne reviennent pas parce qu'il y a eu un décès, il va avoir tendance à se dire que cette personne n'est pas fiable. Un entrepreneur blanc, allochtone, un entrepreneur inuit ne réagira pas de la même manière. Donc, vous voyez ce que je vous disais, quand on parle d'une entreprise, que c'est le travail, la manière dont on conçoit et on organise le travail qui crée une société différente, ou qui permet à une société différente de perdurer, de s'épanouir, de continuer à être ce qu'elle est. Et donc en ce moment, contrairement à ce qu'on pensait, les entrepreneurs privés ne sont pas en train de transformer les Inuits en individus égoïstes, centrés sur eux-mêmes, qui pensent juste à leur argent. Les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas des individus de ce genre-là. Ils sont au contraire au service de leur communauté, au service du développement social de leur communauté et pas simplement économique. J'ai rencontré à coup de jour à pic, justement, des hommes d'affaires, Cris et Inuit, qui travaillaient ensemble en disant que, alors qu'ils étaient théoriquement en compétition, parce qu'ils offraient le même service, et qui disaient, en fait, nous, on s'associe quand on peut pour faire des soumissions ou pour offrir des services moins chers que la compagnie blanche qui est là. On est à l'époque de Desjardins. Desjardins, du point de vue québécois, ça a été que les Québécois s'émancipent du grand capital anglophone. Donc on est encore une entreprise qui travaille d'un point de vue, ce sont des entreprises qui travaillent pour l'autonomie, pour l'émancipation face à un régime qui parfois peut être qualifié de postcolonial. Et bien évidemment, l'entrepreneur inuit fait aussi ça, j'en ai plusieurs qui nous l'ont dit, nous autres, on crée des entreprises pour être fiers de nous, comme les Québécois sont fiers d'eux. On veut montrer que on est capable comme les autres et que les Inuits sont un peuple d'entrepreneurs, que ce n'est pas réservé, il m'a dit, aux Chinois. Bon, je cite. Voilà, donc finalement, selon mon point de vue, quand on étudie, quand on rencontre les communautés autochtones, parce que ce n'est pas vraiment une étude, c'est-à-dire que c'est plutôt leur témoignage, on s'aperçoit qu'il n'y a pas nécessairement c'est une fausse contradiction entre l'entrepreneuriat collectif et l'entrepreneuriat individuel. Et j'allais dire, je prends tout le temps des comparaisons internationales, pas tellement pour vous convaincre, parce que vous êtes probablement plus convaincu que moi, vous avez plus d'expérience de ça, mais ce sont des exemples que je prends pour convaincre mes étudiants, pour convaincre mes collègues. Et je pensais à 2 grandes entreprises automobiles en France, Peugeot et Renault. C'est la crise, évidemment, vous le savez, donc on ne vend plus d'autos et il faut les vendre moins cher que les voitures qui sont fabriquées dans les pays de l'Est, qui sont fabriquées en Inde. Et il y a 2 solutions, évidemment, la solution de délocaliser et aller faire produire la voiture. Et c'est assez drôle parce que c'est Renault, la compagnie d'État, qui a fait ça, qui a délocalisé des emplois, Renault disant « l'État français est bien trop endetté,
on ne peut pas continuer à maintenir tous nos emplois en France, parce que sinon, on va continuer à creuser le trou et l'Union européenne ne nous permet pas. Donc, c'est ça qui est assez paradoxal. Ils ont été obligés de le faire. Ils ne le font pas, ils le font le moins possible. Ils trichent même un peu des fois. Par contre, l'entreprise privée Peugeot, l'entreprise privée, c'est la famille Peugeot. L'arrière-arrière-grand-père a fabriqué la première voiture en France. Et ce monsieur-là, il est établi dans sa région et lui, il n'a quasiment pas délocalisé une seule de ses usines. Il y en a quelques-unes, créé quelques-unes en Inde ou ailleurs en Asie pour pouvoir conquérir ce marché local. Mais les usines, les autos vendues en France doivent être fabriquées par des Français qui ont des conditions de travail très importantes. Il faut dire que ces voitures coûtent bien trop cher pour la qualité qu'elles ont. Ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est la voiture que j'aime bien, puisque c'est celle que j'avais, ma première voiture. Elles sont trop chères, mais c'est pas grave, les Français les achètent quand même parce que c'est des entreprises, c'est des emplois faits par des Français. On a tendance à dire que l'économie est désincarnée, que l'économie c'est universel et comme je vous le disais, l'économie ça pourrait pas être national, ça pourrait pas être identitaire. C'est faux. Peugeot et Renault sont deux grosses compagnies. Renault, depuis qu'elle a pris une partie du contrôle du capital de Nissan, c'est la 5e compagnie automobile au monde. Peugeot est peut-être la 7e, 8e européenne. Donc, l'idée de s'investir dans sa communauté peut être aussi rentable, peut être aussi une idée économiquement intelligente. Alors, ce qui est important, c'est que chaque société est produite par le résultat d'une combinaison spécifique entre entreprises privées, entreprises publiques et coopératives. Et ça ne dépend qu'aux gens de créer la société qu'ils veulent. Et ça ne dépend qu'aux gens de dire, aux élus, aux individus eux-mêmes, aux hommes d'affaires, aux coopérateurs, en disant, mais attention, si on va trop vers l'entreprise privée, on va détruire certaines formes de relations sociales. Mais si on n'y va pas assez, on ne créera pas assez d'emplois pour nos jeunes et on va tomber dans l'inaction et on ne prospérera plus. Donc, ce sont des équilibres que les gens vont trouver. Ce n'est pas nécessairement naturel que se trouve cet équilibre. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut que les gens... C'est pour ça qu'il y a la gouvernance et qu'il faut faire confiance aux gens pour se gouverner. Alors, ce que j'ai étudié chez les Inuits se retrouve ailleurs. J'ai fait deux terrains. Un quand j'étais à South Indian Lake, au Manitoba, où il y avait une coopérative de pêcheurs qui a eu énormément de problèmes pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. La première raison est que Hydro-Manitoba, la compagnie hydroélectrique, a construit un barrage sur la rivière où ils pêchaient. Donc les poissons ont été contaminés au mercure. Donc évidemment, la pêche a été beaucoup moins rentable. Les poissons de cette communauté amérindienne qui étaient considérés comme... ils avaient sur les marchés internationaux le grade A. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça a l'air que c'est le meilleur. Et ils sont passés de A à D, ce qui a fait que le prix a chuté et le nombre a chuté. Donc les pêcheurs qui étaient organisés en coop, la coop a failli péricliter, mais le conseil de bande a décidé d'aller à la rescousse de la coop. Et puis il y a des entrepreneurs privés, des gens qui se sont partis comme pêcheurs tout seuls, qui eux-mêmes ont décidé de s'associer à la coop pour remonter la coop. Et ils ont eu une idée qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'au lieu d'engager des gens à l'année longue, ils engagent des gens seulement le nombre d'heures nécessaires pour obtenir le chômage. C'est un peu la même chose à Ouachat. Donc, la dernière diapo où je devais dire Miigwech, j'ai peut-être pas appuyé sur le bon bouton. En tout cas, Miigwech, merci, thank you.